Compte rendu de la 73e réunion du Conseil de ministres, la première de l'année 2026. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 2 janvier 2026 à la Cité de l'Union africaine, la 76e réunion du Conseil de ministres. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De l'entame de l'année 2026 et l'atteinte des résultats de l'action gouvernementale. Le président de la République a tenu à réitérer, à l'endroit de chacune et de chacun, les vœux de paix, de santé, de réussite et d'engagement républicain qu'il avait formulés lors de la 72e réunion du Conseil de ministres. À cette même occasion, il a rappelé les instructions à leur donner, lesquelles demeurent pleinement d'actualité et constituent le socle de notre action collective. L'année 2026, a-t-il insisté, doit impérativement être celle de la consolidation de l'action publique et du passage résolu de l'intention à l'impact concret et mesurable au bénéfice direct de notre peuple. À cet effet, il a invité des acteurs gouvernementaux à faire preuve d'un sens élevé de responsabilité, de rigueur et d'une véritable culture du résultat, en veillant scrupuleusement à l'achèvement effectif des objectifs assignés au gouvernement, qu'ils soient en cours d'exécution ou non encore réalisés. Le président de la République a insisté à cet égard, sans être exhaustif, sur l'impérieuse nécessité d'accélérer la mise en œuvre effective de la première phase du programme de développement local de 145 territoires, ainsi que des autres projets structurants à fort impact socio-économique, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l'agriculture, de la fonction publique, des finances publiques, des transports, de l'économie nationale, des hydrocarbures, de mines, de l'identification de la population et bien d'autres, considérés comme leviers prioritaires et de transformation économique et sociale. Ces projets constituent des engagements solennels de l'État envers le peuple congolais et doivent à ce titre être conduits avec célérité, transparence, efficacité et un sens élevé de l'intérêt général. Par ailleurs, le gouvernement est exhorté à renforcer la coordination interministérielle, à lever sans délai les goulots d'étranglement administratifs et financiers, à bannir tout égo individuel et à inscrire son action dans une logique permanente d'ensemble de redevabilité, tant vis-à-vis des institutions que des citoyens. Chaque membre du gouvernement est ainsi tenu de produire, dans le strict respect des feuilles de route sectorielles qui lui sont assignées, des résultats concrets, mesurables et vérifiables, traduisant l'effectivité de l'action publique dans son domaine de compétences, tout en reconnaissant les défis persistants, notamment sur les plans sécuritaires et économiques. Le président de la République a exprimé sa conviction profonde que la République démocratique du Congo dispose des ressources humaines, institutionnelles et morales nécessaires pour les surmonter. Il a réaffirmé que l'année 2026 sera placée sous le signe de l'espérance partagée, de l'action concrète et d'une transformation progressive mais irréversible de notre pays. Chaque membre du gouvernement est donc appelé à agir avec loyauté, pragmatisme, patriotisme et sens du devoir afin que les engagements de la République se traduisent en résultats tangibles au bénéfice du peuple congolais. À cette fin, la Première ministre a été chargée de piloter de manière coordonnée la production des résultats attendus et de mettre en place un mécanisme de monitoring interinstitutionnel associant les membres du gouvernement des secteurs clés concernés ainsi que son cabinet en vue d'assurer un suivi rigoureux, la capitalisation des avancées et la consolidation durable des acquis. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité d'une concertation préalable dans la communication étatique. Le président de la République a tenu à rappeler avec gravité que la parole publique engage l'État dans ce qu'il a de plus essentiel, sa crédibilité, son autorité morale, sa capacité à rassembler la nation et à préserver durablement la cohésion nationale. À ce titre, toute expression émanant d'un responsable public doit être empreinte de retenue, de responsabilité et d'un sens aigu de l'intérêt supérieur de la République. À cet égard,
Il a suivi avec une attention particulière la récente sortie médiatique du porte-parole des Forces armées de la République démocratique du Congo, diffusée sur la chaîne nationale, au cours de laquelle des propos à caractère méprisant et stigmatisant ont été tenus à l'endroit des femmes de la communauté Tutsi. Le président de la République a déploré vivement cette dérive de langage qui ne reflète ni les valeurs républicaines, ni l'éthique de responsabilité, ni à la hauteur de vue attendue de toute prise de parole officielle, a fortiori lorsqu'elle émane d'un membre d'une institution aussi sensible et stratégique que l'armée nationale. De tels propos sont des natures à fragiliser la cohésion nationale, la cohésion sociale, à alimenter des tensions inutiles et à porter atteinte à l'image et à la crédibilité de l'État, tant sur le plan interne qu'externe. Il a dit approuver par ailleurs les mesures prises en son endroit, tout en rappelant avec insistance que la parole de l'État ne saurait être improvisée, émotionnelle ou approximative. Elle doit, en toutes circonstances, être portée avec retenue, responsabilité et clarté d'objectifs, en particulier lorsqu'elle concerne des questions complexes, délicates ou susceptibles d'avoir des répercussions sécuritaires, sociales, politiques ou diplomatiques. À ce titre, le président de la République en a appelé à l'ensemble des membres du gouvernement, aux responsables civils et militaires, ainsi qu'à tous les acteurs de la communication publique, à éviter toute sortie médiatique incontrôlée, notamment sur les sujets sensibles touchant à la défense nationale, à la sécurité, à la cohésion sociale et aux relations institutionnelles. La parole publique doit demeurer un instrument de rassemblement, de stabilité et de confiance, et non une source de division et de confusion, a-t-il insisté. Il a encouragé par ailleurs chaque responsable appelé à s'exprimer publiquement au nom de l'État, à se documenter rigoureusement, à maîtriser pleinement les enjeux de dossiers abordés et à mesurer avec discernement la portée de ses propos afin de préserver l'unité nationale, la dignité des institutions et la confiance légitime des citoyens dans l'action publique, afin d'éviter la répétition de tels manquements et tirant les enseignements de l'incident susmentionné. Le président de la République a rappelé ses instructions à l'endroit du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, de mettre en place sans délai un mécanisme formel de concertation préalable. Celui-ci associera son conseil spécial en matière de communication, les services de communication de la primature, de l'état-major général de forces armées, ainsi que ceux de la police nationale congolaise pour toute sortie médiatique diffusée sur la chaîne nationale ou tout autre média, dès lors qu'elle porte sur des questions délicates engageant directement l'État. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement a fait le point de la réunion stratégique du comité de pilotage des zones économiques spéciales qu'elle a présidé le 30 décembre 2025 sur le site même de la zone économique spéciale pilote de Kinshasa à Maluku. Les travaux ont porté sur l'état d'avancement des zones économiques spéciales, notamment celles de Maluku, de Kinmalebo, Maluku-Kinmalebo, Kishwishi, Musompo, Musienene et la Green Special Economic Zone de Guaka, Bujala en Sud-Ubangi, en droite ligne avec les engagements du gouvernement axés sur les résultats, l'évaluation des avancées et l'identification des contraintes affectant la mise en œuvre du régime des zones économiques spéciales. Des progrès ont été relevés en termes d'implantation d'unités de production, en dépit des difficultés liées à la fiscalité, à l'accès à l'énergie, aux fonciers, aux infrastructures et au financement. À ce titre, les décrets portant mise en place du guichet unique des S, récemment signés, devra être accompagné des mesures d'application, des manuels de procédure et des guides pratiques pour faciliter la participation des investisseurs. Les conclusions des travaux ont recommandé la rationalisation du régime fiscal et douanier, la mobilisation des mécanismes innovants de financement, l'étude d'un fonds d'investissement dédié aux S, l'ouverture du capital à des nouveaux aménageurs et le renforcement de la coordination intersectorielle. En conséquence, elle a demandé au vice-premier ministre, ministre du Budget, ainsi qu'au ministre des Finances, en collaboration avec le ministre de l'Industrie et l'Agence des zones économiques spéciales, de s'approprier pleinement les dispositifs des S et d'examiner les besoins de financement, notamment dans les cas de loi des finances rectificatives en mars 2026. Au deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif au point d'information, État et administration du territoire,
le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'est achevée, l'état d'esprit de population a été marqué notamment par une large désapprobation des propos de l'archevêque de Lubumbashi et président de la SENCO concernant l'accord de Washington sur la crise sécuritaire dans la partie est du pays. La préoccupation suite à la situation sécuritaire prévalant sur l'axe Uvira-Makobola où persistent les attaques des terroristes de RDF M23. La satisfaction consécutive à la victoire de l'équipe nationale de football contre l'équipe nationale du Botswana, obtenant de ce fait la qualification pour le 8e de finale pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient au Maroc. Au plan politique, la situation des institutions provinciales a été relativement calme dans les provinces en dehors des cas de déstabilisation observés et documentés dans les provinces du Haut-Lomami, du Sud-Ubangi, du Congo central et du Maniema. Par ailleurs, le gouverneur de la province de la Chopo, destitué depuis le mois d'octobre dernier, a été réhabilité par la Cour constitutionnelle. Au chapitre du banditisme et de la criminalité, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a informé le Conseil du renforcement de la couverture sécuritaire à Kinshasa et dans les autres provinces à travers l'intensification de l'opération Ndobo, se traduisant par de patrouilles mixtes PNC-FARDC afin de répondre efficacement à la récurrente hausse de la criminalité en fin d'année. C'est aussi dans cet esprit qu'il a présidé une réunion interministérielle avec tous les services concernés pour passer en revue la situation dans la périphérie de la ville de Kinshasa, notamment avec le phénomène Mobondo. Il a terminé son rapport par la situation aux frontières après avoir fait état de cas de sinistres et catastrophes déplorés au cours de la semaine qui s'est achevée. Il a été complété sur ces chapitres sécuritaires par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui lui, à son tour, a fait le point de la situation opérationnelle principalement dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, ainsi que des dispositions prises au niveau de forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre à mal les aventures de ces agresseurs sur les territoires de la République démocratique du Congo. Sur la situation épidémiologique, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a présenté la situation générale du pays. Spécifiquement en ce qui concerne les choléra, le nombre de nouveaux cas a accru de 914 à 1381 cas suspects, dont 6 décès, soit une létalité de 0,4%, indiquant une tendance à la hausse à la 51e semaine épidémiologique. 126 nouveaux cas suspects, dont 2 décès, ont été rapportés à Kinshasa au cours de la même période. S'agissant du Mpox, le nombre de nouveaux cas suspects est resté stationnaire, de 231 à 232 à la 51e semaine, après la tendance baissière de notification avec une réduction du nombre de cas positifs observés depuis quelques semaines. Le ministre de la Santé a rassuré de l'efficacité des dispositifs de riposte et des actions en cours dans l'objectif d'éradiquer ces épidémies. Note d'information relevant du secteur du commerce extérieur. Donnant suite à la recommandation de la 65e réunion du Conseil des ministres du 31 octobre 2025, le ministre du Commerce extérieur a présenté la note d'information qui renseigne du lancement effectif de l'opérationnalisation du guichet unique intégral du commerce extérieur dans toutes ses 3 phases, prédédouanement, dédouanement et post-dédouanement, alignant ainsi la République démocratique du Congo aux standards de l'Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne le commerce international. En effet, la note circulaire interministérielle a été rendue publique le 17 décembre 2025, rendant obligatoire la transmission électronique des documents réglementaires et commerciaux liés à l'importation et à l'exportation des marchandises dans notre pays. Elle contient 5 instructions majeures dont le calendrier de mise en œuvre progressif de la transmission électronique de l'alias documentaire et agenda de vulgarisation par la DGDA et Ségus. En signe d'appropriation de cette réforme, la Première ministre a présidé la cérémonie de lancement de cette transmission électronique de l'alias documentaire, marquant ainsi l'effectivité du guichet unique intégral du commerce extérieur dans toutes ses phases. Le ministre du Commerce extérieur a encouragé les membres du gouvernement concernés par cette réforme à veiller à ce que leurs administrations respectives parviennent à dématérialiser à travers le guichet unique intégral du commerce extérieur les documents requis à l'import, export, transit. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Note d'information relevant du secteur de l'environnement, la ministre de l'Environnement
développement durable et nouvelle économie du climat, a présenté au Conseil une note d'information à 2 volets. Le premier volet concernait les transferts des technologies, signature et installation du centre de démonstration de la technologie et de l'industrie de Juncao en République démocratique du Congo. Il s'agit d'une science interdisciplinaire utilisant des graminées spéciales comme substrat pour cultiver les champignons comestibles et médicinaux. Elle permet également de produire des aliments pour animaux, des engrais organiques, de l'énergie biomasse, des matériaux biologiques et contribue à la protection de l'environnement. Dans le cadre de la coopération sino-congolaise, nos experts du service national et de son ministère ont bénéficié de formations sur cette technologie. Un partenariat a été établi avec le Centre de recherche en technologie et industrie de Juncao de l'Université d'agriculture et foresterie de Fujian en collaboration avec des structures locales. Un fonds a été octroyé pour l'installation à Kinshasa d'un centre de démonstration de cette technologie sous réserve de la signature d'un partenariat officiel entre la Chine et notre pays. Pour y parvenir, il est nécessaire de mettre à disposition une concession d'environ 10 hectares pour accueillir le centre avec laboratoire et infrastructures modernes ainsi que faciliter les procédures consulaires et douanières. La ministre de l'Environnement, Développement durable et nouvelle économie du climat a recommandé au gouvernement de saisir officiellement le gouvernement chinois pour signer le partenariat d'État à État, de mandater une mission officielle pour conclure les accords avec le centre de recherche de Fafou et d'appuyer l'installation du centre de démonstration à Kinshasa avec extension progressive dans les 145 territoires. Sa deuxième note a porté sur l'évaluation et recommandations relatives au renouvellement du décret numéro 23/123 du 19 décembre 2023 portant suspension de la perception de la TVA et des droits des douanes sur les matières et biens issus du recyclage de déchets plastiques en faveur de Hockeyplast SARL. À la suite de cette évaluation qui vise à déterminer la pertinence et l'opportunité du renouvellement des dispositifs du texte sus-évoqué, la commission ad hoc mixte a rendu un avis technique favorable dont l'essentiel des analyses et conclusions évoquent la réduction de la pollution plastique et la création d'emplois. Que ce soit sur le premier volet de sa communication et sur les deuxièmes volets, le Conseil a recommandé la présentation de ces dossiers sous forme de dossiers à la prochaine réunion en vue des avis et des délibérations qui permettront de décider, notamment en ce qui concerne la problématique de plastique à Kinshasa et partout en République démocratique du Congo. Au troisième et dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions, les membres du Conseil ont approuvé le relevé des décisions prises lors de la 72e réunion ordinaire du Conseil de ministres du vendredi 26 décembre 2025. Commencée à 14h25, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 15h55. Je vous remercie.